brosser le déroulé de la journée. Je laisse tout de suite la parole à Dor pour son intervention et je vous souhaite une très très belle journée. Bonjour à toutes et à tous. Merci Yannick pour son invitation. À Caroline Renard aussi qui a cette rencontre avec Websyn. Yannick, je te remercie d'autant plus que l'organisation est parfaite, l'accueil également. Le pôle industrie, voilà, les patrimoines, c'est un gros travail d'organiser ce genre de journée. Donc voilà, je vous remercie. Donc moi j'interviens au début de la seconde journée. Donc les choses ont été dites hier, notamment différents types d'interventions, toutes passionnantes. Paul Stuhlmann a fait une excellente synthèse en fin de journée, le Hegel de ces journées qui synthétise comme ça, les points de vue dialectiques, tout à fait impressionnant hier soir. Moi je suis d'autant plus heureux de participer à cette journée que le texte que tu as rédigé, Yannick, je crois, pour présenter ces journées, vraiment un peu dans l'optique des recherches que j'essaie de mener au croisement du cinéma et du jeu vidéo. Donc voilà, le mot image était vraiment présent, problématisé dans ton argumentaire. Cette question de la nature des images, de la spécificité des images du jeu vidéo m'intéresse tout particulièrement. Donc c'est une approche que je dirais esthétique. Alors j'ai mis un point d'interrogation parce que voilà, c'est un débat, donc une esthétique du jeu vidéo. Je ne prétends pas du tout vous présenter une esthétique du jeu vidéo. Le mot esthétique, je ne vais pas faire un cours d'esthétique, voilà, c'est un mot qui apparaît au XVIIIe siècle avec un penseur qui s'appelle Baumgarten. L'esthétique, c'est la science du sensible. C'est pas de ce point de vue-là comme l'esthétique comme discipline autonome, voilà, dont je vais parler. C'est plutôt l'esthétique comme, pour aller très vite, une étude des formes sensibles, une étude qui naît des pratiques artistiques, des œuvres, des expériences d'image. Donc c'est en ce sens-là que je vais parler de l'esthétique. Donc c'est une esthétique qui n'est pas générale, je dirais que c'est une esthétique qui n'est pas non plus appliquée, mais plutôt une esthétique locale, qui naît précisément des rencontres avec des jeux, avec des vidéos, avec des interférences entre cinéma et jeux vidéo, entre jeux vidéo et d'autres types d'images, je vais y revenir. Donc c'est vraiment une recherche en esthétique, en ce sens-là, une attention portée aux formes sensibles, visuelles et sonores du jeu vidéo. C'est peut-être un peu la discipline ou l'approche manquante, je dirais, dans le champ de la réflexion sur les jeux vidéo. Bon, il y a une philosophie du jeu vidéo, une sociologie du jeu vidéo, une réflexion en termes d'industrie culturelle, toute passionnante. Voilà. Je trouve qu'on a une approche qui serait vraiment aux aguets des composantes des images, de ce qu'elles donnent à voir et à entendre, qui serait donc l'objet d'une analyse d'images, comme il existe des analyses de séquences en études cinématographiques, fait pour moi globalement défaut, y compris dans la production éditoriale. Encore une fois, c'est véritablement un souhait pour moi d'entrer dans cette matière ou cette texture des images du jeu vidéo. Je sais pas pourquoi ça c'est. Par conséquent, hier, Mathieu Triclot a très bien mis en évidence, voilà, qu'est-ce que l'image du jeu vidéo, qui est une question un peu d'essence, question qui englobe comme ça globalement l'image vidéoludique. C'était très brillant. Moi, je passerai plutôt du côté de l'existence, des existences du type d'image de jeux vidéo. Donc, il s'agirait de dramatiser un peu cette question, qu'est-ce que l'image vidéoludique, dramatisée un peu au sens de Gilles Deleuze, qui disait qu'il faut substituer à la question qu'est-ce que d'autres types de questions, c'est-à-dire comment, etc., où, quand, donc des questions qui sont, disons, qui tenteront une entrée dans la matière de ces images. Donc, je ferai deux remarques avant de vous présenter quelques séquences d'images tout au long de mon intervention. D'une part, moi, je n'ai pas une volonté particulière de prendre position dans une espèce de champ de bataille de la réflexion académique sur le jeu vidéo. Je ne suis pas un protagoniste qui tente d'opérer une légitimation du jeu vidéo comme objet de recherche. C'est pas mon
mon optique principale, même si j'y travaille de mon côté. C'est pas au sens de produire, j'en vois aux travaux de Pierre Bourdieu là-dessus, de légitimation dans le champ universitaire d'objets de recherche, c'est pas vraiment mon but, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, malgré tout, moi j'interviens dans un champ qui est celui des études cinématographiques, qui a une histoire aussi de constitution dans l'université. C'est vrai que de la part de mes collègues qui sont donc en études cinématographiques, qui enseignent l'histoire du cinéma, la théorie du cinéma, c'est vrai qu'il y a une espèce de condescendance par rapport aux images du jeu vidéo. C'est un peu une sous-culture, c'est une culture relativement pauvre. C'est vrai que quand j'en parle avec des collègues en études cinématographiques, c'est parfois un peu compliqué, même si les choses sont en train un peu de changer. Et cette espèce de condescendance s'explique aussi par une opposition. Alors c'est très drôle parce que le cinéma est victime d'une opposition de ce type. L'opposition entre les arts dits nobles et les cultures présumées populaires. C'est une opposition que le cinéma a beaucoup souffert. Alors là, Aurélie Filippetti a dit avant-hier, je crois, que le jeu vidéo était un art noble. Donc ça c'est son affaire. Moi je pense que effectivement l'opposition entre art noble et culture populaire est tout à fait ruineuse, parce que ça ne se passe pas comme ça, je pense, justement, du point de vue de ceux qui font ces images-là, en cinéma ou en jeu vidéo. Il y a des développeurs de jeux vidéo qui sont extrêmement cultivés, qui connaissent très bien l'histoire du cinéma. Et inversement, des grands cinéastes qui s'intéressent de très près aux jeux vidéo. Je vais essayer d'en montrer, quelques exemples tout à l'heure. Donc voilà, une espèce de. Moi j'essaie toujours de dépasser, y compris avec mes étudiants qui sont des étudiants en cinéma, qui connaissent encore mieux l'histoire du jeu vidéo que l'histoire du cinéma. J'arrive comme ça en disant voilà, comment ça, vous connaissez mieux l'histoire du jeu vidéo que l'histoire du cinéma, la relation pédagogique elle s'arrête là, c'est-à-dire que c'est fini. Il y a un mur entre l'enseignant et les étudiants. Par conséquent, moi j'essaie de faire en sorte que des passages s'opèrent malgré tout entre un public de cinéphiles, aux aguets justement de toutes sortes d'images, et puis un enseignement qui prend en compte cette réalité-là, c'est-à-dire cette coexistence d'un savoir qui vient du cinéma, qui vient de type d'image, en mouvement, dont celle du jeu vidéo. Alors, à Lille 3 où j'enseigne, effectivement, moi j'ai un peu mis en place quelques cours d'esthétique du jeu vidéo qui sont assurés notamment en troisième année. On a un cours magistral en troisième année sur le cinéma et le jeu vidéo qui est assuré par un collègue qui est un peu plus déplacé ici à Arles. C'est Zaboyer, donc, qui a dirigé ce volume qui s'intitule Voir les jeux vidéo, qui est un collectif. Pas très bien, l'image n'est pas très bonne, je regrette. Collectif dans lequel sont intervenus une théoricienne des médias comme Marianne Actipi, un philosophe, Elie Luring, un critique de jeux vidéo qui vient du cinéma, Erwan Evinen, qui était critique au cahier du cinéma, qui va sur des pages jeux vidéo aux Irréductibles. Emmanuel Setti, qui mène des conférences en cinéma à Paris 3, Paul Stuhlmann, que vous connaissez tous, historien de l'art, et qui enseigne aux Arts Déco, et donc Elsa Boyer, qui a donc dirigé ce volume, qui était vraiment un volume pour essayer précisément de tenter cette immersion dans les images, indépendamment des questions, tout à l'heure, d'interactivité, de réception finalement des images. Bien sûr, il y a du jeu est pris en compte, mais c'est vrai que c'est une approche qui privilégie, disons, cette étude interne, plastique des images. C'est en fait cette publication, c'est chez les éditions Bayard en 2012, en fait, fait suite à une journée d'études que j'avais organisée à Lille, à la gare Saint-Sauveur de Lille, qui est un endroit très beau. Lille, qui n'est pas dans le site de l'université, mais en centre-ville, en 2011, qui avait un peu réuni des penseurs qui ont participé à ce volume de jeux vidéo, mais aussi des ateliers, un peu sur le modèle des journées que Yannick organise ici,
Voilà, donc en fait, c'était la première fois, disons, que voilà, à Lille, en tout cas, on essayait d'associer ces deux médiums d'un point de vue, disons, strictement esthétique. Par-delà aussi la question de l'adaptation des jeux vidéo au cinéma ou du cinéma qui influencerait les développeurs du jeu vidéo, c'était plus vraiment des analyses extrêmement locales au niveau donc des images. Par ailleurs, ces réflexions ont trouvé un prolongement dans un numéro spécial de la revue Art Press. Donc là, c'est un trimestriel, hein, c'est Art Press 2. Donc jeux vidéo, surface et profondeur, c'est son sous-titre. Je reviendrai sur le sous-titre tout à l'heure. Et donc là, voilà, Art Press est un mensuel que vous connaissez tous, surtout si vous êtes étudiants en art. Voilà, c'est un mensuel qui a 40 ans maintenant. Et pour la première fois, en fait, Catherine Millet, la directrice de publication, était très contente de s'ouvrir à ce domaine. C'est la première fois que la revue d'art s'ouvrait aux images vidéoludiques. Et moi, j'avais tout de suite dit au rédacteur de la revue que le but de ce numéro spécial, donc qui est récent, qui est de cette année, c'était pas du tout d'essayer de légitimer artistiquement le jeu vidéo. C'était pas du tout mon objet d'essayer de mettre en avant une légitimité artistique, même si je pense qu'elle existe. Mais ce n'était pas le but, ce n'était pas l'histoire de se placer pour dire voilà, le jeu vidéo est un art, comme on l'a fait avec le cinéma. Ce n'est pas mon objet. C'était vraiment l'idée de voir quels sont les effets finalement du jeu vidéo dans la pratique des artistes, hein, Julien Prévieux, ou bien les frères Dezoteux, alors moi et Bertrand Dezoteux qui ont fait un montage, un texte en fait sur la déambulation dans GTA 4 avec une série de photographies qui sont réalisées aux abords de la gare du Nord. Donc des historiens de l'art là aussi, Olivier Séguré qui critique à Libération le cinéma et le jeu vidéo, a fait un texte sur son investissement comme critique de jeux vidéo, etc. Donc voilà, ces différents prolongements éditoriaux voilà, que je revendiquerais comme étant esthétique au sens où voilà, on s'attache aux formes sensibles à la matière et à la texture de ces images. Donc un collectif, un numéro spécial d'Art Press. C'est vrai que quand je parle d'esthétique, c'est aussi, pour moi, c'est indissociablement critique. Hein, quand on dit voilà, on va travailler sur les images, c'est pas du formalisme gratuit pour moi. Hein, c'est pas une manière de dire voilà, on laisse de côté les questions de réception, de sociologie qui sont pour moi très importantes par ailleurs. C'est pas une abstraction de parler des images, parce qu'elle s'inscrit dans une réflexion plus globale aussi sur la place du jeu vidéo, grandiloquente dans la société. Et c'est vrai que pour moi, cette approche esthétique est indissociablement aussi critique, au moins en trois sens. Elle est critique en trois sens. La première, elle est critique parce qu'elle fait aussi une critique de la critique des jeux vidéo, des discours que l'on peut tenir sur les jeux vidéo, qui sont des discours parfois un peu catastrophistes ou aliénants sur l'aliénation. Alors Paul Stubin en a parlé hier, moi j'aurais bien voulu qu'on discute sur l'aliénation produite par les jeux vidéo. Mais c'est vrai que cette approche esthétique, c'est une manière pour moi de contourner, de détourner des discours qui sont pour moi mortifères, globalisants, je ne dis pas qui ont une réalité, hein, c'est l'idée de dire voilà, il y a un fait divers qui se déroule, on dit en fait, voilà, le fait divers, on découvre dans le disque dur la personne qui a tué 70 personnes, comme en Norvège il y a deux étés. Voilà, en fait, c'est un joueur de jeux vidéo. Donc en fait, on explique sur une relation de cause à effet extrêmement linéaire. Disons, un fait divers tragique par une addiction aux jeux vidéo. Hein, ou bien le discours comme quoi le jeu vidéo serait complètement abruttissant sur les masses de joueurs. Je ne dis pas que... Enfin, je pense que les sociologues travaillent sur ces questions-là et ils font un travail remarquable et je pense qu'il faut leur donner la parole et ne pas tomber précisément dans ces discours globalisants, d'aliénation. Et pour moi, l'image, voilà, cette approche esthétique, c'est une manière de dire, voilà, on va voir à quoi ça ressemble finalement. On fait vraiment de la relation des joueurs et des non-joueurs également. Parce que je parlais d'un artiste qui à la limite, qui est
pas un grand joueur, mais qui s'est beaucoup attardé aux images vidéoludiques. Donc c'est un pas de côté, si vous voulez. C'est une critique comme quoi les images seraient abrutissantes, etc. Le cinéma en a été absolument victime également de son côté, hein, dans les années 20-30. On a attaqué le cinéma en ce sens-là comme un objet de divertissement qui allait abrutir les masses de spectateurs. Donc le jeu vidéo est victime de la même critique. Aujourd'hui, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'existe pas des problèmes d'addiction, parfois graves, etc. Mais je mets en garde contre une absolutisation de discours catastrophistes qui entretiennent un climat, à mon avis, tout à fait mortifère. Ça, c'est le premier niveau critique, disons, de cette approche esthétique. Le deuxième niveau, c'est un niveau, disons, pédagogique. L'esthétique est critique parce qu'elle est aussi pédagogique, elle s'inscrit dans une situation des images à la limite de la saturation. Et en même temps, l'esthétique, c'est une espèce de pause. Hein. On s'arrête pour essayer de regarder comment ça se passe. Et moi, il y a un artiste qui m'a beaucoup aidé dans cette approche pédagogique, c'est-à-dire d'essayer de regarder comment une image fonctionne. Le texte d'Elsa Boyer consacré à cet artiste dans les millions de la presse, c'est Harun Farocki. Harun Farocki, qui est un cinéaste allemand, qui était surtout montré dans des salles de cinéma, qui maintenant a migré vers le musée où les conditions économiques sont aussi plus favorables pour lui, pour son travail. Et Harun Farocki, en 2009, a réalisé une série de 4 serious games, dont on va voir là un extrait assez en totalité, c'est de 5 minutes, 5 minutes d'un des serious games de Harun Farocki. Donc Harun Farocki, en fait, s'est rendu sur une base américaine où l'armée en fait, américaine travaille à partir d'images type vidéoludique, vous allez le voir, j'en dis pas plus pour l'instant. Et il s'est rendu compte que l'armée américaine utilisait presque la même interface pour entraîner ses soldats et aussi pour les guérir. C'est-à-dire que quand un soldat souffre de symptômes post-traumatiques, bien, on peut le guérir à partir justement d'une reconstitution des scènes de combat en Irak ou en Afghanistan par un programme informatique. Donc je propose qu'on voit quand même ce serious game qui a une vocation pour moi pédagogique, pas forcément dans le sens d'une didactique universitaire, mais au sens où le dispositif également de double écran, d'écran partagé, de split screen mis en place par Harun Farocki, vous allez voir, est aussi une invitation justement à tenter cette immersion dans ce type d'image. Donc c'est un jeu sérieux, c'est pas un jeu vidéo à proprement parler. Hein, cette fonction ludique qui est première, c'est destiné à l'entraînement des troupes américaines. Donc on va voir cette voilà, c'est en anglais. C'est un sous-titre. Je reviendrai sur la dimension pédagogique juste après. I don't have much. Hey, there's a tank in front of us, 12 o'clock. Where? 12 o'clock for the view.
Okay, Charlie, scoot around to my left, another hand. All right. Adjusting the time of day, lighting levels, that's pretty easy. Clear day, overcast, dusk, night. Now with night, that's way too dark, but you can brighten it up, depending on what is relevant for the patient, or darken it up. Also, morning light, the night vision has the best effect, I believe, during the overcast. We're heading on a convoy out of Iraq, out of Baghdad. End of the day, dusky. Not like this. Very quiet, very peaceful going through the desert. Been a long day and we didn't have any trouble. That had me worried. I remember just feeling like something bad like that. And the first thing I know that set me off was some small arms fire off the distance. So. Wanted to shoot back, but didn't see anything to shoot at. Very helpless feeling, not knowing what to do. It was right then that we got hit by 90 on the right. Oh.
interview en fait de guérison. Enfin, je savais, c'est le titre que reprend donc Farokhi. Il y a 4 films comme ça de 5 minutes environ, l'équivalent à Irak. Ce qui m'intéresse, c'est plusieurs choses. Je ne vais pas développer, on pourrait faire une entière sur ces films. C'est précisément le fait que Farokhi n'adopte pas un ton, disons, de condamnation de l'armée américaine assez attendu, qui consistera à dire, voilà, en fait, il y a une dématérialisation de la guerre, ces gens-là sont devant les écrans, par conséquent, voilà, l'horreur de la guerre est complètement altérée. C'est pas le discours qu'adopte Farokhi, il a un discours critique qui est autre, c'est vraiment de donner à voir ces gens au travail, sachant que pour Farokhi, il n'y a pas de distinction entre réel et virtuel, bien sûr, mais si on tombe dans une opposition frontale, on ne comprend pas le fonctionnement de l'armée américaine. Et donc là, il donne des outils d'analyse critique aux spectateurs. Et la place du spectateur est assez, disons, spécifique, même si elle est délibérément, disons, laissée flottante par Farokhi. Quand je dis flottante, c'est au sens où, voilà, vous n'avez jamais une synchronisation des images et des textes, par exemple. C'est progressivement que le spectateur prend conscience de petites images devant lesquelles il se trouve. Et puis, pour moi, c'est vraiment l'analyse d'image faite par un artiste. On peut faire l'analyse d'image par l'art. Farokhi défend d'ailleurs l'idée qu'on peut commenter les images par d'autres images. C'est voilà, il y a des images qui servent à l'entraînement, il y a l'ombre, et puis les images qui servent pour la guérison, eh bien, on manque cet élément essentiel. Donc là, je renvoie à ce que disait aussi Paul Stulvin hier sur aussi, la texture du sable, du sol. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un développeur quand quel est son imaginaire finalement pour reconstituer un faubourg de Bagdad. C'est aussi une approche qui est pédagogique dans la mesure où elle s'inscrit dans un souci de prendre en considération aussi la constitution de la mémoire finalement. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup à partir des images. Et voilà ce que dit Haroun Farokhi dans la revue Trafic, qui est vraiment un point de vue que j'essaye de faire bien, y compris dans l'échange avec les étudiants que je peux avoir devant moi quand on aborde ces questions-là. C'est comment l'image, comment la mémoire est façonnée finalement. Et Farokhi prend en considération ce qu'on appelle les enfants d'aujourd'hui. Le jeu vidéo, c'est un médium dominant. Il dit que les types d'images qu'on a pu voir là dans ce jeu sérieux qui est inspiré d'un jeu vidéo, le Spectrum Warrior, les statues de Saddam Hussein, les poteaux électriques, les pistes de béton, marquent les enfants d'aujourd'hui comme le faisaient autrefois ces villages de montagne, les éléments préfabriqués formaient les accessoires des trains électriques. Donc j'aime assez cette idée de ne pas rejeter cette imagerie vidéoludique, la prendre vraiment au sérieux. Je ne sais pas seul, évidemment, mais l'inscrire dans un souci qui est le sien de constitution comme ça, d'une mémoire en se projetant dans l'avenir. Donc voilà, quand je parle d'un souci pédagogique, c'est aussi dans une transmission à partir de ces images-là, en prenant en compte aussi comment une mémoire se constitue pour les générations aussi à venir. Ça, c'était le deuxième point où l'esthétique est indissociablement critique pour moi, donc une critique de la critique, un positionnement critique du point de vue aussi de cette transmission d'une mémoire qui passerait par ces images-là. Enfin, troisième point qui pour moi est très important, c'est la façon dont il faut inscrire, disons, l'image du jeu vidéo dans une histoire des représentations, pas simplement l'histoire du cinéma, mais aussi l'histoire de la peinture, l'histoire de la gravure. Et c'est ce que fait Paul Stulvin, qui est l'historien de l'art. C'est pas non plus un grand joueur par exemple, il nous l'a avoué hier. Et par conséquent, c'était je donne cette citation de son article, donc paru dans Voir les jeux vidéo. C'est pas du tout une interprétation personnelle ou subjective, comme ça, quand on lit une phrase comme celle-ci, essayer de voir
justement les effets produits par le jeu vidéo pour quelqu'un qui par ailleurs a une connaissance de l'histoire de l'art. C'est pas simplement de mettre en avant son savoir, c'est justement de mettre en perspective historique ces images-là par rapport à d'autres images. Voilà, je ne choisis pas celle que Paul a choisie dans le volume, donc là c'est la voix normande de Gustave Doré. Cette idée de prolonger imaginairement la relation qu'on a au jeu, prolonger imaginairement sa relation au jeu vidéo, voilà, une expérience de ce type, elle était aussi peut-être rendue possible par les gravures de Gustave Doré. Donc c'est pour dire que ce n'est pas abstrait, ou parce que quand on dit qu'on travaille sur les images, les gens rigolent parfois. Il faut travailler sur les images et aussi les mettre en perspective historiquement, et pour moi c'est un point de vue critique, c'est pas au sens de critique idéologique frontale, non, c'est pas ça. C'est un positionnement par rapport à une situation donnée des images où précisément la relation à l'histoire fait parfois défaut. Donc d'inscrire comme ça le jeu vidéo dans sa propre histoire d'abord, c'est l'admirable histoire du jeu vidéo, sont en exposition, mais aussi de la prendre en compte une histoire des représentations plus globalement. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, j'aimerais faire juste un point aussi sur les relations entre cinéma et jeux vidéo. Alors, je ne vais pas forcément avoir le temps de beaucoup développer ce point. J'avais deux exemples qui vont se réduire à un seul. C'est moi, ce que j'essaie de faire aussi avec mes étudiants, donc qui sont en cinéma, c'est de partir de grands cinéastes, grands d'ailleurs, en tout cas qui ont ce qu'on appelle une œuvre, et dont on ne soupçonne pas forcément l'intérêt pour les jeux vidéo. Je pense notamment à un cinéaste qui s'appelle Brian De Palma. Brian De Palma, que vous connaissez sans doute pour ses films comme Blowout, Body Double, Pulsion, plus récemment Redacted sur la guerre en Irak, ou encore Passion, qui est sorti cette année. Brian De Palma avoue véritablement, il dit qu'il est un joueur, qu'il est vraiment aux aguets des sorties de jeux vidéo. Globalement, cet intérêt pour les jeux vidéo chez Brian De Palma s'inscrit là aussi. C'est une histoire des techniques en fait. Il est fasciné, Brian De Palma, par ce qu'il appelle les machines de vision. Machines de vision au sens large, la télévision, les jumelles, aussi les types d'imagerie de vidéosurveillance, les images que l'on peut voir par Internet, et aussi les images du jeu vidéo. Alors, il y a un jeu qu'il aime particulièrement, c'est le jeu Myst. Petit extrait là, de Myst. C'est Myst 5, c'est la version de 2005. 2 petites minutes. I'm finding where I am, I'm understanding where I was. And everything I was linked to the island of Myst. Voilà, donc ça c'est dans le jeu de Myst, vous avez comme ça des indices qui passent aussi par des formes qui sont données aux joueurs, qui passent par des formes livrées. Je vais très très vite, j'avance aussi un petit peu pour vous dire ce qui intéresse Brian De Palma. Alors, désolé, je suis obligé d'avancer, mais...
Donc, ce qui intéresse Brian De Palma, donc ça c'est le 2005, Ernest 5, End of Ages, édité par Ubisoft, c'est, je cite Brian De Palma, c'est ce qui l'a vraiment fasciné. Je pense ce qu'il dit là, vous allez voir, est déjà dans le cinéma, mais c'est exacerbé par le jeu vidéo, c'est, je cite le cinéaste, hein, c'est le fait de raconter des histoires de façon non linéaire, de découvrir l'histoire peu à peu, je cite, à la manière d'un archéologue. Précisément, il avoue son intérêt pour ce jeu Myst, qui fonctionne justement par récolte d'indices au hasard de la déambulation et des livres ou des objets rencontrés au fil de la partie. Donc voilà un intérêt. Alors, comment ça se manifeste ensuite au niveau des images? Quand on fait l'analyse d'images en cours, en études cinématographiques, c'est le contexte dans lequel je suis, eh bien, on travaille sur De Palma, des cours aussi monographiques sur De Palma. On ne peut pas faire l'économie, je pense, de cet intérêt pour le jeu vidéo chez De Palma. Donc voilà, je vais vous montrer un extrait de Mission Impossible 1, premier de 1996. Ce sera mon dernier extrait, je m'arrêterai. Oui, mais je fais en sorte que j'ai commencé à moins quart, il reste 2 minutes. Voilà, vous avez Tom Cruise qui donc, voilà, il faut qu'il déchiffre un mot de passe, 3, 14. Voilà comment ça se passe dans ce film. Et voilà, on peut vraiment regarder cette séquence un peu par rapport à l'intérêt de la marque pour le jeu vidéo. He got himself in a position of buying our numbers. Operation Gifford was job 314. 1996, avant tout, passe un peu archaïque aujourd'hui pour nous. Voilà. Donc, je pense à l'ouvrage dans la bibliothèque, comme ça, où se trouve Tom Cruise. Voilà, une espèce de récolte d'indices comme ça. Au hasard, parce que mais voilà, c'est un peu, oui, j'avais fait un développement là-dessus, mais peut-être pour moi, l'interférence, c'est pas le temps de l'adaptation, je n'ai pas d'adapter de liste au cinéma, de voir comment un cinéaste qui regarde des jeux vidéo